Beaucoup, Maître Leïla Dachraoui a nous présenté sa vision possiblement sur les droits des femmes tunisiennes entre la tendance soi-disant passéiste et la tentation moderniste. Leïla Dachraoui est une avocate inscrite au barreau de Tunis. Elle est aussi également enseignante à l'Institut des hautes études commerciales. C'est l'un des instituts les plus prestigieux dans le domaine du droit commercial. Elle est connue comme étant l'institut qui fait la concurrence à l'UHEC de Montréal et l'UHEC de Paris. Donc, Maître Leïla Dachraoui, bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous et on va vous critiquer, on va vous poser des questions certainement. Bienvenue. Bon, bonjour. Je suis là parmi vous et c'est un honneur et un plaisir et je vous remercie, professeur. Je remercie Shaima que je viens de connaître, je remercie Madame la directrice et je suis là, c'est un élan vraiment spontané, comme je le disais là à un moment. Un élan du cœur. J'ai mon envie la plus profonde, et cela a toujours été le cas, c'est de faire connaître cet arsenal juridique tunisien qui peut-être, qui n'a pas assez d'écho dans des pays aussi lointains que le Canada ou la Scandinavie. Région du monde que je connais un petit peu, où j'ai fait mes études de 3e cycle. Et j'ai toujours eu cette envie-là de leur dire voilà ce que nous avons. Et c'est pas mal du tout ce que nous avons. La question est toujours à l'ordre du jour et encore plus aujourd'hui en 2013, car comme vous le savez, nous avons fait une révolution. Cela se préparait depuis quelques années et en 2011, en janvier 2011, le président Ben Ali a été chassé de la Tunisie. Vous avez sûrement suivi les événements. Et à partir de là, donc, nous avons eu un tas d'espoir, de changement démocratique, de changement, de consolidation, de concrétisation plutôt des droits de l'homme que nous avons dans notre constitution. Donc notre constitution qui est aujourd'hui suspendue, eh bien, là, il y a plusieurs articles dans la première partie de la constitution qui posent et garantissent les libertés publiques, mais le problème était, comme vous pouvez l'imaginer, dans la mise, dans l'exécution, dans la concrétisation en pratique de ces droits de l'homme-là. Donc à partir de la Révolution, en janvier 2011, les jeunes et les moins jeunes avaient de grands espoirs par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'amélioration de cet arsenal juridique. Et quand on dit droits de l'homme, bien sûr, on y inclut les droits de la femme. Le problème, c'est que les choses ne se passent pas exactement de la manière qu'on l'aurait voulu, qu'on l'aurait espéré. Le problème, c'est que, bien sûr, tout d'abord, lorsqu'on a suspendu la Constitution, je dis toujours, on a fait quelque chose peut-être louable, parce qu'on a eu le courage de suspendre une Constitution qui comportait certains écarts et qui donnait une immunité dangereuse au président de la République, qui lui donnait une possibilité de prolongement, de prorogation du mandat par l'obtention des 2/3 des voix des parlementaires, donc des députés, et comme c'était un parti unique, cela a été très facile. La possibilité était aussi de poser la question par référendum au peuple, mais c'est une possibilité qui n'a jamais été utilisée, et donc il continuait à avoir les mandats, etc. Donc je reviens. Cette constitution-là a été suspendue, c'était
une chose très très courageuse, mais en même temps c'est dangereux, c'était dangereux, et beaucoup d'entre nous, on l'a dit, en fait c'est raser tout et commencer à zéro. Or le problème, quand on rase tout et on commence à zéro, on risque de perdre des choses qu'on a acquises. Moi, je dis, je l'ai dit à mes étudiants à l'époque, c'est quand on suspend une constitution, on la suspend définitivement, c'est-à-dire on l'annule finalement. C'est comme si on essaye, en tout cas je suis sûre que les juristes sont d'accord avec moi, c'est comme si on essaye de marcher sur l'eau. Et chose qui est impossible. On sait qu'il y a eu un seul miracle pour ceux qui y croient. Donc à partir de là, tout est devenu possible. Et aujourd'hui, c'est un très 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 grand point d'interrogation. On ne sait pas où on va aller. Que cela soit dans ces garanties des droits de l'homme et des libertés publiques, et bien sûr aussi pour la protection des acquis, des grands acquis dont je vais parler aujourd'hui, ici même, des acquis de la femme tunisienne. Tout est possible. Tout est possible et je suis là car je sais que le Canada est un pays ami et l'ami, il vient à votre secours et il vous donne la main, il vous comprend quand vous êtes par terre. Donc voilà. Alors, on commence, on revient un peu après à notre sujet. Alors, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous avez eu, donc j'ai choisi ce titre, le droit positif tunisien entre la tendance passéiste et la dynamique moderniste. La tendance passéiste, je vais en parler dans la seconde partie. Elle est là, elle a toujours été là. Mais la dynamique moderniste, ce n'est pas uniquement une volonté ou un espoir, au risque de me répéter, elle est là, dans notre arsenal, et nous voulons la préserver. Donc voilà, cette opportunité, elle m'a été donnée, elle a été possible grâce à monsieur le professeur Jebel Fathali. On a échangé plusieurs mails à ce sujet, et donc au Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne. Donc j'adresse toute ma gratitude au Centre et au professeur Jebel Fathali. Et donc, comme je le disais, c'est dans le cadre du rapprochement de nos pays. Le Centre, monsieur le professeur Jebel Fathali et moi-même, nous avons estimé qu'il est utile de présenter le mode de vie de la société tunisienne, connu comme pays à culture arabo-musulmane. Et la meilleure façon de présenter ce mode de vie est d'également présenter le système juridique et le droit positif qui la gouverne. Oui, mais d'abord, si vous le permettez, je voudrais d'abord présenter très brièvement le pays. La Tunisie est un tout petit pays situé en Afrique du Nord, qui forme donc avec ses voisins, l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie, un ensemble historique qu'on appelle donc le Maghreb arabe, et qui signifie littéralement parlant l'Occident, et plus exactement la partie occidentale du monde arabe. Toutefois, si la culture arabo-musulmane reste le centre de gravité, l'âme qui l'associe à une identité commune qui s'étend de l'Atlantique au Golfe, il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi imprégnée par les rapports des civilisations voisines de la rive nord de la Méditerranée, donc des civilisations que la Tunisie de l'époque a imprégnées,
les civilisations romaines, helléniques, espagnoles et ottomanes. Et nous trouvons encore, aujourd'hui encore, les traces, que ce soit architecturales de la civilisation ottomane, la civilisation espagnole, puisqu'on a eu aussi, on est allé chez les Espagnols, hein, l'Andalousie, et ils sont venus chez nous quelques années, ils sont passés quelques années en Tunisie, donc il y a encore des vestiges historiques. La cuisine tunisienne se rapproche beaucoup de toute la cuisine méditerranéenne. Les gâteaux tunisiens et beaucoup de mets tunisiens sont presque semblables aux mets donc aux mets culinaires turcs. Donc voilà, toutes ces civilisations-là, c'est toute une région et nous avons influencé et ils nous ont influencé mutuellement. De son côté, la Tunisie a fait donc un apport civilisationnel à la région au cours de son histoire. Carthage, Kérouan, point de départ de la propagation d'une civilisation qui est arrivée jusqu'à Poitiers en France, en passant par l'Espagne. Donc brièvement, et avant d'aborder la nature du droit positif tunisien et sa position entre tendances, donc, comme je le disais, passéiste et dynamique moderniste, donc objet de notre rencontre, il faut au préalable savoir que la République tunisienne est un pays de droit écrit. Donc la source principale est la loi stricto sensu. La coutume, hein, à sa place, cependant, elle ne joue qu'un rôle secondaire, subsidiaire. La coutume n'est pas autonome, elle ne s'applique que par délégation expresse ou tacite de la loi. La loi, oui, mais quelle loi? Est-ce une loi canonique découlant de la loi religieuse qu'on appelle chez nous la sharia, c'est-à-dire la loi divine, ou bien est-ce une règle de droit séculaire qui est hermétiquement fermée à toute religieuse? Quelle est cette loi tunisienne? Le droit positif tunisien a en effet tranché en faveur d'une règle de droit séculaire. Quoi qu'il reste, dans certains de ces aspects, l'otage d'une oscillation entre le péril passéiste, charaïque, et la modernité de l'universalisme. Ceci concerne essentiellement les droits de la femme, qui restent encore, malheureusement, une question récurrente, et je pense qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, trouver une solution définitive à cette question-là. Quand bien même, ne l'oublions pas, la famille a réalisé des acquis, et la femme, dans cette famille, a réalisé des acquis fondamentaux, donc dans sa famille et dans la société. Il n'en reste pas moins que d'autres droits sont à acquérir, toujours les droits de la femme dans sa famille et dans la société. Alors, deux directions donc pour ma présentation aujourd'hui. La première, ce sont les acquis de la femme dans sa famille et dans la société tunisienne, et le danger et les risques passéistes relativement aux droits de la femme dans sa famille et dans la société. Voilà les deux axes et les sous-parties des deux volets. Donc on commence, je commence par la première partie, les acquis, le droit positif tunisien moderniste, l'aspect moderniste. Un ensemble de dispositions constitue les droits acquis de la femme tunisienne. Et les principaux se trouvent dans le code du statut personnel.
Alors, voyons voir les droits acquis de la femme tunisienne dans sa famille. Avant 1956, date de l'indépendance, le pater familias, terme latin, était omnipotent et omniprésent. Il régnait sur les relations entre les membres de la famille. En fait, la famille de l'époque n'était pas restreinte à la cellule conjugale, mais tout comme dans l'Antiquité, jusqu'en 56, elle incluait les ascendants et les descendants sans limitation et les épouses à différents degrés. Tous étaient soumis, bien sûr, vous vous en doutez, à la tutelle et à l'autorité du pater familias. Alors, les acquis de la femme, après 1956, nous allons les voir, ils sont dans les liens du mariage, dans la rupture des liens du mariage, mais également aussi dans la société et le rôle qu'elle a pu acquérir dans la société tunisienne. Alors, les liens du mariage et la rupture des liens du mariage. Donc le but de l'indépendance, donc en 1956, le premier but, le premier objectif était de libérer la femme tunisienne et par conséquent la libérer de cette tradition surannée. Un mode de vie nouveau vit le jour le 13 août 1956. Et le 13 août est encore un jour férié en Tunisie, c'est le jour de la fête de la femme. Ce code-là n'est pas entré en vigueur le 13 août 1956. Il y a eu une prorogation d'entrée en vigueur, une année à peu près, pour laisser le temps aux Tunisiens d'accepter, d'appréhender, d'assimiler ce nouveau mode de vie. Une année, le législateur en a décidé ainsi, il en a décidé car il a estimé que c'est une durée relativement acceptable pour que les Tunisiens acceptent ce nouveau mode de vie à cœur ouvert. Mais je vous dis, les Tunisiens étaient déjà prêts. Mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, mon mes arrière-grands-pères, tous étaient déjà monogames. Alors ceci a sûrement des raisons économiques, sûrement, mais aussi une mentalité était déjà là, c'était déjà prêt, et peut-être Shaima, qui est tunisienne, confirmerait ceci. Nous étions déjà prêts. Bourguiba, le président, donc notre premier président, on dit de lui qu'il est le père de cette patrie, qui est le père des femmes tunisiennes, et son geste très connu d'avoir enlevé le voile à une femme en plein milieu de rue était, c'est vrai, il symbolise toute cette époque-là et toute cette nouveauté-là et tout ce nouveau mode de vie. Mais je vous dis qu'il n'était pas seul, qu'il y avait des intellectuels aussi, des juristes, et aussi la Tunisie, la société tunisienne et les Tunisiens, les hommes, étaient prêts à ça. Bien sûr, d'autres étaient refusés, mais la majorité, je ne viens pas d'une famille exceptionnelle, mais la majorité était déjà prête à la monogamie. Donc le code du statut personnel était, c'est vrai, innovateur et révolutionnaire. Alors, il a apporté l'abolition de la polygamie, du mariage coutumier, que nous voyons aujourd'hui un petit peu revenir, même chez les étudiants, dans un but qu'on pourrait discuter tout à l'heure.
abolition de la répudiation, amendement de certaines dispositions sur le droit de la succession, instauration de la liberté de consentement des futurs époux. Ainsi, la cellule familiale conjugale était née en remplacement de celle qui était oligarchique et tribale, clanique. Alors, commençons tout d'abord par la polygamie qui était donc autorisée jusqu'en 56 et plus tard, donc après 56, l'abolition de la polygamie. Je voudrais revenir au Coran là. La sourate An-Nisa, les femmes, dans le verset 3, j'ai même apporté le Coran en français si vous voulez feuilleter tout à l'heure. Donc le verset 3 de la sourate An-Nisa qui évoque la question de la polygamie. Je vous lis. Si vous craignez d'être injuste pour les orphelins, épousez des femmes qui vous plaisent. Ayez-en 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez d'être injuste, une seule, ou bien des esclaves, de peur d'être injuste. Le verset numéro 129 de la même sourate déclare: vous ne pouvez jamais être juste envers vos femmes, même si vous le désirez ardemment. Certains esprits, je vous dis, obtus, excusez-moi le terme, interprètent la sourate comme suit. Dans la langue arabe, quand on dit muthanna, ça veut dire double. Alors, on ne dit pas deux, on dit muthanna. Mais si on traduit littéralement, ça veut dire double. Quand on dit thulatha, 3, ça veut dire triple, 3 fois 3. Et quand on dit ruba'a, quadruple, cela veut dire 4 fois 4. Alors si vous faites le calcul, hein, selon ces esprits obtus, chagrins, cela ferait 2 fois 2 plus 3 fois 3 plus 4 fois 4, c'est 29. Ah, c'est le cycle de la femme, c'est le cycle mensuel, disent-ils. Ce verset a été révélé à une époque où la polygamie était la règle de l'union maritale. Voilà pourquoi ce verset a été révélé de cette manière-là. Il ne fallait donc pas dire tout à fait le contraire. Mais le Coran l'a interdit, vous comprenez, d'une manière très fine, très subtile et très simple. Il leur a dit, oui, vous pouvez épouser 4 femmes, mais à condition d'être juste entre elles. Et la justice, elle n'est pas d'ordre pécuniaire, elle n'est pas d'ordre financier, elle est sûrement d'ordre sentimental. Et à ce titre, il est impossible d'être juste sentimentalement avec 4 femmes. Il est impossible de les aimer de la même manière l'une que l'autre. Et l'injustice est un péché qui est interdit. Et c'est justement cette interprétation-là de l'interdiction de la polygamie qui a été retenue pour instituer la monogamie en droit positif tunisien. L'article 18, alinéa 1er du Code du statut personnel dispose, je vous lis, la polygamie est interdite
quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera passible d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 240 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau mariage n'a pas été contracté conformément à la loi. Donc, voyez, instauration de la monogamie et aussi le non-respect de ce principe d'ordre public est sanctionné pénalement. Premier acte. Alors, dans notre code du statut personnel aussi, la famille est un organe et les liens du mariage ces liens de mariage monogames ne sont rompus que par le divorce judiciaire. Donc la famille étant donc monogame, et les liens conjugaux ne sont rompus que par le divorce judiciaire, ça c'est à partir de 1956, mais avant 1956, parlons-en un petit peu. Avant la promulgation du Code du statut personnel, la répudiation était de mise. Elle consistait en un droit unilatéral de l'époux de se séparer de sa femme quand il le souhaitait, à son bon gré, au gré de l'humeur même. C'était donc un renvoi discrétionnaire de l'épouse du domicile conjugal, dont l'effet est la rupture des liens du mariage sans qu'une juridiction n'ait statué sur la question. La référence est, bien sûr, dans le Coran. C'était la répudiation, elle est dans la sourate At-Talaq, le divorce. Je vous lis. Au nom de Dieu le miséricordieux, ô prophète, quand vous répudiez vos femmes, faites-le en respect de leur délai de viduité dont vous compterez le jour avec soin. La viduité, c'est un délai imposé à la femme répudiée, et encore aujourd'hui imposé à la femme en cas de divorce. C'est un délai où la femme n'a pas le droit de se remarier. Vous en comprenez la raison, c'est afin de préserver, donc, au cas où la femme est enceinte, c'est de préserver la possibilité qu'elle se remarie et qu'elle ait des relations sexuelles avec d'autres femmes, et cela pourrait aboutir à un questionnement donc de la filiation qui est le père. Donc on attend 3 mois, un délai, c'est un délai qui est en droit tunisien aujourd'hui, 3 mois, le délai de viduité, un délai que le législateur a estimé raisonnable pour empêcher, interdire à la femme nouvellement divorcée de se remarier. Comme ça, on a plus de visibilité sur la filiation. On considère que si elle est enceinte, l'enfant est l'enfant du lit conjugal. Alors, on revient à la répudiation. L'article 31 du Code du statut personnel a dépassé et interdit la répudiation. Il a aboli la répudiation et a institué le divorce judiciaire sur un pied d'égalité entre l'homme et la femme. Et le divorce, aujourd'hui, en droit positif, il n'est prononcé que dans 3 cas. Le premier cas, c'est le divorce par consentement mutuel des 2 époux. Et je suppose que vous avez ceci en droit québécois et en droit canadien. Deuxième cas, à la demande de l'un des époux en raison d'un préjudice qu'il a subi.
bien sûr, il faut prouver le préjudice. Le préjudice peut être moral, il peut être physique ou les deux corrélativement. Et l'épouse, bien sûr, peut agir en divorce pour tort, pour dommage, autant que l'époux. Donc c'est un cas de divorce qui est ouvert, donné aux époux, aux deux, d'une manière égalitaire. Le troisième cas de divorce, c'est aussi à la demande du mari ou de l'époux, c'est le divorce qu'on appelle caprice. Et c'est un grand acquis. Il donne toute la liberté aux deux époux de rompre les liens du mariage sans cause, sans motif. Je ne veux plus rester dans les liens contractuels, comme pour tout contrat civil ou commercial. Mais, si ce droit m'est donné par la loi, la conséquence dans ce cas-là, c'est, vous l'imaginez, vous en doutez, c'est la réparation. Hein? Payer des dommages et intérêts causés aux partenaires. Et ça, c'est de toute façon un principe fondamental du droit civil, du droit commun. Donc, deuxième acquis, l'abolition de la répudiation et l'institution du divorce judiciaire. Voyons voir maintenant les liens de la femme, de l'épouse, avec son époux au cours du mariage. C'est l'article 23 du Code du statut personnel qui dispose, je lis, « Chacun des époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui apporter préjudice. Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume. » Référence expresse à la coutume. L'acquis est donc l'égalité dans le comportement de l'un et de l'autre. Alors qu'avant le Code du statut personnel, et de par une certaine interprétation charaïque, l'époux avait un droit de correction sur l'épouse. Cette formule donc de l'article 23 est venue remplacer la disposition ancienne « La femme doit respecter les prérogatives du mari ». C'est le verset 19 du Coran qui dit « Si vos femmes commettent l'action infâme, c'est l'adultère, appelez 4 témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les visite ou que Dieu leur procure un moyen de salut. » Le verset 38, toujours dans le même sens, « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Elles conservent soigneusement pendant l'absence de leur mari ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à contraindre l'inobéissance. Vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez, mais aussitôt qu'elles obéissent, ne leur cherchez point querelle. Dieu est élevé et grand. Eh bien, c'est l'interprétation de l'ancienne disposition. Mais la tutelle du mari, en droit tunisien, à partir de 59, a été abolie. Encore plus, par une loi du 12 juillet 1993 qui a apporté plusieurs nouveautés. Elle a modifié cette loi-là, l'article 24, sur les obligations réciproques des époux. L'article 24 déclare aujourd'hui expressément que le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme. Ceci est arrivé en France dans les années 70, 76 par là. Voyons voir maintenant les liens de la femme avec ses enfants.
au cours du mariage, à la dissolution du mariage du vivant des époux, et ses liens avec les enfants à la dissolution du mariage par décès. Premièrement, au cours du mariage. C'est vrai que le père demeure, selon le code du statut personnel, le chef de famille, selon l'article 23 du code du statut personnel. C'est lui qui a l'obligation de subvenir aux besoins alimentaires des enfants et de l'épouse. L'article 23, in fine, précise que la femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens. L'obligation alimentaire, donc, est principalement celle du mari. Mais la femme a l'obligation de dépenser sur le ménage lorsqu'elle en a les moyens. C'est un peu gentil hein, pour la femme tunisienne. Lorsqu'elle en a les moyens, mais c'est aussi, à mon sens, équitable. Il y a encore des femmes qui sont à la maison aujourd'hui, par choix ou, en pratique, parfois, sous l'ordre du mari ou de la famille. La responsabilité envers les enfants, la responsabilité est parentale, puisque les deux parents doivent coopérer dans les affaires de la famille. Ils doivent coopérer, c'est les termes de la loi. Ils doivent coopérer dans les affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers, y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières. Donc, et l'époux et l'épouse ont une responsabilité parentale. Et j'appuie sur le terme responsabilité car nous allons voir tout à l'heure que la tutelle du vivant du mari, du vivant de l'époux, elle n'est pas parentale, elle est paternelle, malheureusement encore. À la dissolution maintenant du mariage du vivant des époux, quels sont les liens de la mère avec ses enfants? La mère, si elle obtient la garde en cas de divorce, elle jouit des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l'enfant, de ses études et de la gestion des comptes de l'enfant, des comptes financiers. Mais, à mon sens, il semblerait qu'à la lecture des articles ou de l'article qui donne à la mère ses prérogatives de tutelle en cas de divorce, sont donc des pouvoirs, donc des prérogatives de tutelle qui sont uniquement liées à son obligation de garde. L'article 62 du Code du statut personnel poursuit: le père ne pourra sortir l'enfant du lieu de résidence de la mère qu'avec le consentement de celle-ci, tant qu'elle conserve le droit de garde, à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige le contraire. La garde des enfants, je vous le dis, la garde des enfants mineurs, hein, de par mon expérience en tant qu'avocate, elle est souvent décernée à la mère en cas de divorce. Hein, dans la majorité des cas, je vous le dis. Sauf si elle n'en veut pas, ou sauf si elle est malade, psychologiquement ou physiquement. De ce titre, porteur d'obligations, une loi du 4 mars 2008 donne le droit au logement aux parents titulaires de la garde. Nouveauté en 2008. Cependant, ce qui est intéressant aussi dans cette loi, c'est la terminologie que le texte utilise, la titulaire de la garde. Dans cette nouvelle loi de 2008, qui donne le droit aux titulaires de la garde un droit de logement, donc de possibilité de demeurer dans les lieux loués ou les lieux qui
qui sont la propriétaire du parent qui n'a pas eu la garde, eh bien, dans ce texte-là, le législateur utilise le féminin, la titulaire de la garde. La question que je me suis posée est celle-ci, je me suis dit, peut-on comprendre que le législateur estime tacitement qu'il est de l'intérêt de l'enfant, d'un enfant mineur, en cas de séparation des parents, que l'attribution de la garde soit ipso facto donnée à la mère? Pourtant, l'article 67, dans son alinéa 2, stipule « Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est confiée soit à l'un d'entre eux, soit à une tierce personne. Le juge en décidera en prenant en considération l'intérêt de l'enfant. » Les alinéas 2 à 7 de l'article 56 du Code du statut personnel, ajouté par la loi, donc cette loi de 2008, vont dans ce sens et consolident donc ce souci de préserver le droit au maintien dans les lieux loués par la titulaire de la garde jusqu'à extinction de la cause liée à son obligation. Il est même prévu des sanctions pénales d'emprisonnement et ou d'amende en cas de non-respect de cette obligation de maintien de la titulaire de la garde et des enfants mineurs dans les lieux d'habitation. À mon sens, quand j'ai lu cette loi-là, j'ai dit un acquis, un pas extraordinaire, car avant cette loi-là, on donnait à la titulaire de la garde, le tribunal attribuait à la titulaire de la garde une pension de logement, parallèlement à la pension alimentaire. Le problème, c'est que malgré ceci, et les tribunaux respectaient bien sûr tout le temps dans leur jugement, c'est une obligation d'ailleurs dès les premières audiences de conciliation qui sont d'ordre public, tout de suite des mesures provisoires obligatoires, pension alimentaire à la titulaire de la garde avec pension de logement. Le problème, c'est que dans bien des cas, le mari ne paye pas. Hein? Et la famille, la femme, la titulaire de la garde, donc dans la majorité des cas, comme je le disais, et les enfants se retrouvaient dans la rue. Donc, nouveauté, dans ces liens avec les enfants après le divorce, maintien dans les lieux loués ou des lieux qui sont à la propriété du divorcé, hein, de l'ex-époux, de l'ex-mari, maintien obligatoire et sanction pénale si, hein, par malheur, l'époux, le mari se hasardait à conclure, à faire donc des affaires frauduleuses avec le propriétaire, le bailleur, hein, ou s'il vendait sa propriété pour que la femme, pour que son ex-épouse se retrouve dans la rue avec les enfants, sanction pénale, emprisonnement et ou amende, autre acquis. Voilà donc, cette loi est la preuve intangible que notre société tunisienne, encore en 2008 et j'espère encore, voulait mettre tous les moyens pour s'intégrer dans son époque, même si elle restait rattachée à ses racines culturelles. Quant au lien maintenant de la femme, de la mère, avec ses enfants à la dissolution du mariage par le décès. C'est également une loi du 12 juillet 1993 qui a modifié l'article 67 du Code du statut personnel en stipulant expressément, je vous lis, qu'en cas de dissolution du mariage par décès, la garde est confiée aux survivants des pères et mères. Tutelle de plein droit à la mère en cas de décès du mari. Encore un acquis. Le grand acquis, donc, dans l'article 154 du Code du statut personnel qui donne la tutelle de plein droit à la mère à la disparition du père. L'article 154 dispose le père est le tuteur de l'enfant mineur et en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est la tutrice légale
sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code relative au mariage. L'article 8 concerne le consentement pour le mariage du mineur. Nonobstant cette question, la mère est de plein droit tutrice des enfants mineurs au décès du père. Auparavant, c'était un des plus proches parents de sexe mâle qui obtenait la garde des enfants mineurs en cas de décès du père. Cependant, la question qui pose encore un grand débat et qui a soulevé un grand dilemme et qui symbolise donc ce combat entre juristes prônant la modernisation de la législation tunisienne et les juristes réclamant l'application de la loi islamique, et la question de débat encore, c'est celle du droit à la succession du non-musulman. D'ailleurs, beaucoup de femmes viennent me voir pour des consultations juridiques, des femmes étrangères résidentes en Tunisie qui ont épousé des Tunisiens. À un moment donné, quand l'époux tunisien devient plus vieux, se pose la question sur leur droit à la succession, car si elles ne sont pas musulmanes, a-t-elle le droit d'hériter de son mari ou non? La question se pose. Je vais parler d'un arrêt de la Cour de cassation qui concerne justement donc ce sujet-là, le droit à la succession par un non-musulman, en l'occurrence une non-musulmane. La question donc portait sur la confirmation de l'apostasie d'une femme tunisienne ayant épousé un non-musulman et qui se verrait par conséquent donc retirer, soustraire son droit de succéder à un musulman. L'apostasie, hein, l'apostase, c'est al-kefr, c'est l'athée, c'est une personne qui est, non, selon la définition même de Wikipédia, c'est une personne qui est née musulmane, qui est musulmane et qui a choisi, qui choisit publiquement et qui le dit, hein, de quitter la religion musulmane, parfois même par des insultes. De cela, hein, de cette position-là, de cette décision-là, découlent des conséquences civiles. On peut lui retirer ses enfants, et également, donc, cette question-là, suspension, on lui retire, on lui soustrait son droit à la succession. Tout apostase et n'a plus le droit de succéder à un musulman. Et nous avons donc des textes dans le chapitre sur l'héritage qui sont un peu pas très très clairs et qui s'apprêtent à une interprétation très très large, hein, et qui a permis à qui est la source de ce grand débat. Est-ce que le non-musulman a le droit de succéder aux musulmans? Est-ce que la femme non-musulmane a le droit de succéder à un musulman, un parent à elle? Alors, en 2002, l'arrêt de la Cour de cassation connu sous le nom de la défenderesse Houreya a fait un pas timide, à mon sens, en dégoûtant de manière détournée le demandeur de son pouvoir tendant à exclure Dame Houreya de son droit à la succession pour apostasie. Cette femme-là a décidé de ne plus être tunisienne, elle a laissé tomber sa nationalité tunisienne, elle était mariée à un étranger, hein, et il est arrivé le jour où elle avait la possibilité, elle avait en principe le droit de succéder, de faire partie de la succession de sa mère, du legs de sa mère.
eh bien, il y a eu des personnes dans sa famille qui se sont soulevées contre ce droit à la succession, le droit de Houreya, Dame Houreya, à la succession. L'affaire est arrivée jusque devant la Cour de cassation, et en 2002, je vais vous le lire, à mon sens, la position de la Cour de cassation était très timide et détournée. Elle est allée chercher, elle a débouté le demandeur de sa demande, hein, mais d'une manière pas très claire. Elle a débouté sur la base d'un motif de forme plutôt que de fond. La Cour de cassation a certes donc considéré qu'il est incontestable, elle l'a dit, que la femme musulmane qui épouse un non-musulman commet un péché impardonnable. C'est express dans les attendus de la Cour de cassation en 2002. Que la loi islamique tient un tel mariage pour nul et non avenu, mais ne tient pas pour autant l'épouse pour apostase. À moins que de son plein gré, elle ait embrassé la religion de son mari. Donc la Cour de cassation n'avait pas tranché sur la question du lien entre la renonciation à la nationalité tunisienne et la succession d'un non-musulman à un musulman. Elle a aussi considéré qu'il serait possible d'appliquer le texte de l'article 88 du statut personnel en la matière qui stipule « L'homicide volontaire constitue un cas d'empêchement à la successibilité. » En effet, selon le motif du pourvoi, le libellé du texte n'étant pas exhaustif, n'étant pas limitatif des empêchements parmi les empêchements à la succession, ce qui peut amener à la recherche d'autres empêchements, selon la Cour de cassation, dont certains, donc d'autres empêchements à la succession, dont certains dans la loi musulmane, vu que celle-ci est une source du droit tunisien. La Cour de cassation a donc tiré son épingle du jeu, sans pour autant prendre une réelle position face à une interprétation de l'article 88 du Code du statut personnel. Elle a préféré rejeter le pourvoi, motif pris que c'est un moyen infondé car mélangé de faits et de droits et qu'il aurait dû être soulevé devant le juge du fond, donc devant des juridictions inférieures, hiérarchiquement inférieures, aux fins de vérification et qu'il est irrecevable devant la Cour de cassation. Donc pas de discussion sur le fond. Ils se sont cachés. Mais le 5 février 2009, dans l'affaire les frères et sœurs Garbiche, la Cour de cassation rompt avec audace avec la solution timide et mi-figue mi-raisin de l'arrêt Dame Houreya. La Cour de cassation a pris une position franche et ferme sur la base de plusieurs dispositions législatives. Et parce qu'on en a l'article 4 du Code des obligations et des contrats qui énonce la différence entre les musulmans et les non-musulmans en ce qui concerne la capacité de contracter les effets des obligations. Il n'y a pas de différence valablement, donc quand il y a des obligations qui ont été valablement formées. L'article 6 de l'ancienne Constitution, qui est aujourd'hui suspendu, je vous l'ai amené aussi, je l'ai dans le sac. L'article 6 dispose « Tous les citoyens ont les mêmes droits. Ils sont égaux devant la loi, nonobstant leur nationalité ou leur religion. » L'article 18 aussi a été une base légale pour cet arrêt de février 2008, cet arrêt de la Cour de cassation. L'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui impose le respect du principe de la séparation entre jouissance des droits civils et de la croyance. La Cour de cassation
ajoute à ces attendus l'article 174 du Code du statut personnel qui dispose comme suit: le testament est valable quoique le testament et le testamentaire et le légataire ne soient pas de la même confession. Elle revient aussi à l'article 88 du Code du statut personnel en soulignant qu'il ne fait aucune allusion à une relation entre la différence de religion de l'auteur, de la succession et des héritiers. La Cour de cassation fit également usage du principe de la liberté du mariage par le biais de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été ratifiée par la Tunisie par la loi du 12 juillet 1985. Le seul reproche que je pourrais faire à cet arrêt extraordinaire, c'est que la Cour de cassation n'ait pas cité la Convention de New York du 10 décembre 1962, qui consacre la liberté du choix du conjoint et qui a été signée et ratifiée par la Tunisie. Je vois qu'il ne nous reste que 10 minutes. Alors, vous avez donc des copies de cette présentation et vous verrez que dans la page 8, je parle du droit à l'emploi de la femme. Il n'y a pas de condition d'autorisation du mari ou donc une liberté de choix de l'emploi. Je parle un petit peu de ces droits de congé de maternité qui restent très réduits. Vous allez voir, les délais sont très faibles, très courts. Je parle du droit d'élire. Depuis 1959, la femme tunisienne est électrice et éligible selon les articles 20 et 21 de l'ancienne Constitution. Je parle de la possibilité à l'enfant né d'une mère tunisienne et d'un père non tunisien à l'étranger, cette possibilité d'acquérir la nationalité tunisienne de plein droit. C'est la mère tunisienne qui la transmet. Et voilà donc dans cette première partie, voilà rapidement ce qu'il faut retenir des acquis importants de la femme. En droit positif tunisien, voyez, il y a beaucoup de choses, mais il reste du chemin encore à faire pour arriver à l'égalité, je l'espère, à une égalité absolue entre la femme et l'homme, car des domaines restent quand même non accessibles, pas encore accessibles à la femme tunisienne, à cause justement des tendances passéistes qui sont, à mon avis, obligatoirement à dépasser. Et vous voyez donc à la page 9, à partir de la page 9, je fais un inventaire bref des tendances passéistes qui sont obligatoirement à éluder. Tout d'abord, la succession. C'est un droit. Le droit à la succession de la femme tunisienne, que ce soit dans sa famille d'origine ou dans sa famille constituée, la famille conjugale, c'est un droit qui est complètement inégalitaire. Et c'est les traces qui restent d'une certaine interprétation du Coran et de la charia. La femme tunisienne a très peu. Sa quote-part est minime, que ce soit lorsqu'elle doit succéder à son père ou lorsqu'elle doit succéder à son mari. Vous avez quelques informations un peu plus en détail. Ici, la tutelle du père pendant le mariage, c'est ce que je disais tout à l'heure, contradiction, malheureusement, obligation pour la femme, responsabilité parentale, et de l'autre côté, la balance penche pour le père, pour l'époux, c'est lui qui est le tuteur pendant le mariage. Vous me donnez des obligations et en contrepartie, je n'ai pas le droit à la tutelle, je ne peux pas avoir une autorité sur mes enfants pendant le mariage. Responsabilité parentale et autorité paternelle. Inéquité, inégalité. Le devoir de cohabitation. Le devoir de cohabitation, ici aussi, c'est un devoir que
nous avons dans notre code du statut personnel et qui est aussi souvent utilisé à mauvais escient par un mari, par un époux qui veut, excusez-moi le terme, laisser tomber, se débarrasser de sa femme. Il bouge de par son travail, il quitte une ville ou il quitte le pays, et le devoir de cohabitation, eh ben, il va pouvoir l'utiliser pour se séparer de sa femme sans pour autant réparer le dommage. Elle ne m'a pas suivi. Quand la femme travaille, ce n'est pas possible. Et donc, là, vu sous un angle mal, hein, sans jeu de mots, hein, avec l'accent circonflexe, hein, eh bien, messieurs, dames, ce devoir de cohabitation, eh ben, il est à revoir. Également, le régime matrimonial, c'est une loi de 98. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette loi-là. Elle nous a amené quelque chose de nouveau, la possibilité conventionnellement de choisir un autre régime matrimonial que le régime de principe, qui est celui de la séparation des patrimoines de l'époux et de l'épouse. C'est le régime de principe. Donc cette loi de 98, elle nous donne la possibilité, aux femmes, aux époux, de choisir par un contrat un autre régime matrimonial, le régime par exemple de la communauté des époux, de la communauté des acquets pendant le mariage. À mon sens, cela devrait devenir, et je l'espère, cela devrait devenir le régime de principe. Puisque cette femme, on lui demande aussi, par la loi, de contribuer aux dépenses du ménage, aux dépenses de la famille. Pourquoi garderait-on ce régime de principe de la séparation? Et bien des hommes tunisiens, bien des époux refusent de conclure un contrat donc de ce régime matrimonial de la communauté des époux. Ils ont peur. Hein. Elles contribuent, hein, pour que le mari puisse faire carrière. Sinon, il aurait à amener quelqu'un pour s'occuper des enfants et à payer pour ça. Cela doit devenir non pas une option conventionnelle, souvent refusée, mais un régime de principe. Dans la société, pour ce qui est du volet, ces droits dans la société, pour ce qui est du volet du droit à l'emploi, également, l'égalité professionnelle entre les sexes n'a pas été traitée de manière, vraiment, n'a pas été tranchée de manière ferme par les législateurs tunisiens, et certains, c'est vrai que plusieurs articles du Code du travail donnent aux femmes salariées des droits spécifiques, mais leur portée reste très, très, très limitée. Je finis par une petite, donc voilà, un aperçu, je finis par une conclusion, voilà un aperçu très rapide. J'espère encore que j'aurai l'occasion de revenir pour traiter des sujets que vous pouvez me proposer, hein. Peut-être plus spécifiquement, ceci est juste un aperçu, peut-être un premier jet, un avant-goût. On pourra traiter plus spécifiquement, plus en profondeur d'autres sujets que vous me direz, hein, dans l'avenir, j'espère. Et c'est un aperçu rapide, il est juste révélateur de la situation actuelle du droit positif tunisien, et aussi des risques, et révélateur aussi de la peur, de la crainte que nous avons, non pas ma seule crainte, mais la crainte de toute Tunisienne consciente des acquis du droit tunisien. Notre culture arabo-musulmane est la résultante d'une demande constante prônant l'adaptation de la règle de droit à l'évolution de la société et à ses besoins pour son équilibre. La loi est une expression de la volonté générale, flexible droit. Elle doit être l'image réelle des aspirations, mais surtout celle de la société. Elle ne doit être ni en avance, ni dans le passé. Elle doit être donc un reflet, un miroir de la société et des besoins des citoyens. Sinon, ce serait un hiatus
énorme qui séparerait le droit à la réalité sociale, dont les conséquences ne pourraient qu'être désavantageuses, pour ne pas dire autre chose. Cela ne veut guère dire que nous avons tourné le dos avec ces acquis à nos prescriptions spirituelles, comme le pourraient penser certains esprits chagrins. La famille est conçue dans toutes nos écritures comme le point focal vers lequel tout converge. La femme, source de vie, en est l'épicentre. Le statut personnel tunisien répond aussi à l'injonction divine qui est dans le verset 19 de la sourate des femmes Nisa, où il est ordonné: et comportez-vous convenablement envers elles durant la vie commune. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Merci de votre écoute.